Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, 2 pays en guerre depuis près de 70 ans, 2 voisins qui se parlent à leurs frontières et promettent de faire la paix. Ce sont les 2 Corées Nord et Sud dont les dirigeants ont offert cette nuit au monde entier le spectacle de retrouvailles historiques. Récit dans un instant. Affaire Ramadan, nouveau témoignage à charge contre le prédicateur, celui d'une de ses ex-maîtresses qui rompt le silence après avoir accepté de l'argent pour se taire. Document exclusif Europe 1. La croissance en France a ralenti au premier trimestre, plus 0,3% seulement. Explication de Daniel Fortin. Dans ce journal, qui sont les enfants des rues? Ils sont des dizaines aérés sur les trottoirs de Paris, souvent toxicomanes et délinquants. C'est l'enquête du 8h. Le Parti Socialiste, lui, va errer en dehors de Paris, loin de Solferino. Le parti déménage en banlieue rouge, à Ivry. Nous verrons à Strasbourg comment faire de l'électricité à partir du jus de choucroute. Nous entendrons la joie des Marseillais qui ont un pied en finale de Coupe d'Europe. Et nous aurons des échos du printemps de Bourges. Arthur H, Eddie de Pretto hier soir, 8h15. Parole rare et démarche originale. Le nouveau PDG de Danone, Emmanuel Faber, il veut faire une entreprise différente des autres multinationales alimentaires et annonce que chaque salarié va devenir coactionnaire. La révolution alimentaire vue par le patron de Danone, à suivre juste après ce journal. A priori, ça n'a l'air de rien, juste 2 hommes en costume qui franchissent un muret en béton en se tenant par la main, un coup au nord, un coup au sud. Mais la photo n'est rien moins qu'historique, elle marque les retrouvailles des 2 morceaux d'une péninsule fracturée par la guerre. Depuis l'armistice du 27 juillet 1953, aucun leader du Nord n'avait foulé le sol du Sud. Racontez-nous ce moment, Chanel Petit. Eh bien, ça commence par une poignée de main qui dure plus de 30 secondes, pile au milieu de la zone démilitarisée. Chacun les pieds dans son pays, les 2 dirigeants échangent d'abord quelques banalités. Puis vient ce moment que tout le monde attend. Il est 9h31, heure de Séoul. Kim Jong-un traverse la ligne de démarcation d'une grande enjambée, large sourire. Il passe du béton nord-coréen au gravier sud-coréen sous les hauts, les flashs des photographes et les applaudissements. Le président sud-coréen qui porte une cravate bleue, symbole de la paix, l'accueille chaleureusement. Et surprise, pas du tout prévu, Kim Jong-un prend sa main. Ils font ensemble quelques allers-retours sur la frontière, nord-sud, nord-sud, avant de marcher côte à côte sur un tapis rouge au son d'une fanfare traditionnelle. Les 2 hommes se réunissent ensuite dans la Maison de la Paix, l'endroit même où a été signé l'armistice entre les 2 pays il y a 65 ans. Longue discussion autour d'une table ovale de 2018 mm, en référence à l'année 2018. Toute une série de symboles qui marquent le début d'un vrai rapprochement, analyse Pascal Daïès-Burgeon, spécialiste des 2 Corées. On est au-delà de toutes les tensions militaires habituelles. Lors des sommets précédents, par exemple, qui avaient eu lieu à Pyongyang, que les dirigeants du Sud avaient en quelque sorte vraiment quémandé, même payé, dit-on. Ici, au contraire, eh bien, c'était extrêmement souriant, détendu. Il y a un espoir, alors qu'on a l'impression que dans le premier et le deuxième sommet, ceux de 2000 et de 2007, la Corée du Nord n'y croyait que moyennement. Alors Kim Jong-un et Moon Jae-in viennent d'achever leur première session de discussion. Une deuxième commencera dans quelques minutes, juste après le déjeuner que chaque délégation prend en ce moment, chacun dans son pays. Mais elles dîneront bien ensemble ce soir après la signature d'un accord. Normalement, Moon Jae-in le veut audacieux et pour la paix. Chanel Petit, merci. Avant de passer en revue le reste de l'actualité, ce document européen, la voix d'une femme qui a entretenu une relation de 5 ans avec Tariq Ramadan avant de signer une convention avec lui, 27 000 € pour l'empêcher de raconter ce qu'elle a vécu. Rien de délictuel, Majda Bernoussi ne compte pas porter plainte, mais la police a demandé à l'entendre car son témoignage éclaire la personnalité du prédicateur. Voyez comment, au micro européen de Salomé Legrand, elle décrit son emprise. À un moment donné, vous ne vous appartenez plus. C'est bizarre à dire, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais de plus en plus malheureuse, que je me sentais comme dans une secte avec un cerveau qui fonctionnait plus comme il aurait dû. Et c'est ce qu'il veut. Il veut une soumission complète. L'éthique, la morale, la foi, la bonté, c'est des choses qu'il réserve face caméra. Hors champ, j'ai jamais eu affaire à ce genre de type-là. Il me disait tout le temps, Majda, vivre c'est détruire. Ça a quelque chose de galvanisant pour lui. Il a tous les droits. La vérité c'est la sienne et il peut la travestir comme il veut. Il est brillantissime, éloquent, face caméra, il se met en mode on, il déblatère tout ce qu'il a déblatéré. Et pour vous, il n'a pas la religiosité dont il se dit emprunt? Quand on lui parle de pratique, il balaie d'un geste de la main en vous disant que ça ne sont que des détails. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu prier, jamais. Il n'y a pas un Tariq Ramadan à l'intérieur, ils sont 30. Il y a plein de personnages différents qu'il enclenche selon ses besoins. Le fossé entre ce qu'il est réellement et ce qu'il représente, mais c'est fou.
Majda Bernossi que Salomé Legrand a rencontré en exclusivité pour Europe 1, document que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site europe1.fr. Il est 8h05. Le chiffre vient de tomber, la croissance en France au premier trimestre 2018 a ralenti 0,3% seulement contre 0,7% au trimestre précédent. C'est un fort ralentissement, Daniel Fortin, il faut s'en inquiéter. Alors c'est vrai, ce chiffre traduit une vraie inflexion de tendance puisqu'on venait d'aligner 5 trimestres consécutifs avec une progression de 0,5% du PIB. Ce sont l'investissement et les exportations qui reculent. Pour autant, il ne faut pas être alarmiste. Bercy maintient pour l'instant sa prévision de croissance de 2% pour cette année. Néanmoins, il faudra regarder de près les chiffres des mois prochains car on le voit, la reprise reste quand même fragile. Mais quels sont les risques éventuels qui pèsent sur la croissance future ? Eh bien, concerne plus largement la zone euro dont la santé de l'économie française dépend largement. Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, l'a rappelé hier. Plusieurs nuages s'accumulent. D'abord, les risques de guerre commerciale avec les États-Unis. Donald Trump pourrait confirmer la semaine prochaine les taxes douanières qu'il menace d'imposer sur l'acier et l'aluminium. D'autre part, l'inflation qui reste faible en Europe. Les prix n'y ont augmenté que de 1,3% en mars dernier, ce qui pèse sur les recettes des producteurs. Et puis, en France, les tensions sur le recrutement dans certains métiers handicapent la reprise, sans parler enfin de l'impact des grèves à la SNCF ou à Air France. Si elles durent, elles pourraient aussi peser sur l'activité. Daniel Fortin des Échos, merci. L'économie qui peut prendre des formes surprenantes, voici donc comme promis l'électricité générée par la choucroute. Nous sommes à Strasbourg, au circuit court. L'émission de Anne Le Gall et Maxime Switek sera délocalisée aujourd'hui entre 13h et 14h. Eh bien, 20 minutes de Strasbourg, à Krottergersheim, capitale mondiale de la choucroute. On fait de la méthanisation à partir du jus de choucroute. Arthur Mbaché. Alors il faut d'abord savoir comment on fabrique de la choucroute. Vous prenez votre chou, vous le râpez, vous le faites macérer avec du sel, des épices et vous essorez. Donc vous avez produit un déchet, une eau sale, très acide, corrosive, un jus de choucroute qui est en fait ultra valorisable et qu'il faut commencer par filtrer. Première étape expliquée par l'ingénieur de chez Suez, Jérémy Steiger. Le premier procédé, ça va être le tamisage. Donc ça, c'est les résidus qu'on récupère du jus de choucroute. Donc bon, ça a une certaine odeur, forcément. Mais vous voyez, il y a des feuilles de laurier. Avec des clous de girofle. Des clous de girofle, des morceaux de chou, un peu de poivre, voilà. Le jus de choucroute, une fois qu'il a été filtré, qu'est-ce qui se passe ? Le jus de choucroute va être dégradé par les bactéries qui sont dans cet ouvrage. C'est des bactéries spécifiques qui vont en fait manger cette pollution, la transformer en biogaz. Et après là-bas, le gaz va faire tourner des turbines et on va créer et de l'électricité et de la chaleur. Voilà, alléluia. Grâce au jus de choucroute, 30 millions de litres tous les ans. La station d'épuration de la communauté de communes est autosuffisante à 75%. En tout, elle produit l'équivalent de la consommation énergétique d'un millier de foyers. Alléluia, comme vous dites, Arthur Mbaché. Rendez-vous pour circuit court en direct et en public à la médiathèque Malraux de Strasbourg. La suite du journal, mais rien à voir avec la choucroute, nous emmène en banlieue parisienne à Ivry-sur-Seine où le Parti socialiste va bientôt s'installer. Adieu le très chic 7e arrondissement. Bonjour la banlieue rouge. Reportage Maxence Lambrec. Derrière le parc Maurice Thorez, près de la rue Lénine, au fond d'une cour, un bâtiment gris de 2 étages, des baies vitrées modernes, une petite porte, une terrasse sur le toit. Rien de clinquant, bien au contraire. Quelle décadence. Mon Dieu. C'est vrai que ça a coûté moins cher qu'une Solferino. Précisément 10 fois moins cher. C'est signe d'un certain déclin. En face, un modeste bar tabac dénommé Village d'Hélice. Son patron a déjà le sourire. C'est une excellente nouvelle pour nous, pour que le quartier revive d'une façon dynamique. L'un de ses rares clients salue aussi ce projet de déménagement. Je pense que ça peut redonner un petit peu d'air. Et puis sortir de Paris, ça permet de voir d'autres choses, de sentir d'autres choses. Donc peut-être quelque chose de positif à la fin. À côté, sur les panneaux d'affichage, trône le logo du PCF. La ville est aux mains des communistes depuis 1925. Les staliniens vont être détrônés à Ivry. Ah oui. Les derniers staliniens de France sont à Ivry, c'est connu. Ici, Jean-Luc Mélenchon a réuni l'an dernier 40% des suffrages contre 9 pour Benoît Hamon. Alors le PS réussira-t-il à s'y implanter ? Ce sera déjà un premier test. Ivry-sur-Seine, Maxence Lambrec, Europe 1. Il est 8h09. Des gamins des rues sur les trottoirs de Paris. Ils sont très jeunes, polytoxicomanes et multidélinquants. Une situation hallucinante qu'on connaît depuis 2 ans, mais qui prend de l'ampleur. C'est à présent l'enquête du 8.
Bonjour Victor Delande. Bonjour. D'abord, combien sont-ils? Une petite vingtaine début 2016, à Paris tout au moins, mais 4 fois plus aujourd'hui. Oui, le phénomène ne se cantonne plus seulement à Paris. Dans une dizaine de villes comme à Nantes, Strasbourg ou même Montpellier sont une poignée d'enfants. Des enfants des rues de 10 à 17 ans à semer littéralement la terreur dans des quartiers populaires comme à la Goutte d'Or à Paris, à agresser, voire même dépouiller des riverains et des commerçants très inquiets. Il y a moins d'une heure, une jeune femme est passée là, elle s'est fait voler sa chaîne. Il lui tirait comme ça la chaîne, au cou. Et la police ne fait rien. Il y a déjà eu des vélos volés des clients devant, des sacoches volées dans les voitures. Quand c'est pas un sac à main d'une personne âgée, ici c'est même pas un fait divers, c'est journalier. Au grand jour, on voit donc ces enfants sniffer de la colle dans des sacs plastiques, avaler des anxiolytiques par plaquettes. Ils s'affrontent à coups de couteau et s'automutilent pour oublier leur état. Des parcours d'errance depuis le Maroc, dans des camions, des bateaux de marchandises, mais leur profil diffère totalement des autres réfugiés mineurs. Parmi les rares gamins qui acceptent de se confier, j'ai rencontré Mohamed. Il a à peine 14 ans, chétif, les yeux rougis par le cannabis qu'il fume toute la journée. Il n'assume ni son quotidien de délinquant, ni la drogue. Tu sais, ce n'est pas normal. Un gamin de 14 ans ne devrait pas être dans la rue. Il doit être un minimum encadré. Sinon, il peut lui arriver plein de choses. On peut le violer ou le dépouiller. Et si c'est le cas, ses parents n'en sauront rien. Moi, je n'ai qu'un rêve, c'est d'avoir une femme un jour, un bon travail, 2 enfants, une voiture et rien de plus. Mais vraiment rien. Le problème, Victor, c'est que ces enfants refusent toute forme d'aide. Ah oui, la prise en charge dans les circuits classiques n'a pas de prise sur eux. La ville de Paris a donc mis le paquet, 700 000 € pour faire appel à une association aux méthodes adaptées à ce type de public, le Centre d'action sociale protestant. 13 éducateurs spécialisés, c'est beaucoup, pour approcher ces jeunes, réussir à les rassurer juste pour les soigner. Une main tendue indispensable. Chancia Euphrosine se réjouit d'avoir mis en place les premières maraudes et ouvert un centre d'accueil de nuit pour ses enfants. On commence à avoir des jeunes qui nous font confiance, ou en tout cas qui commencent à nous faire confiance, et certains d'entre eux qui veulent prendre soin de ce lieu parce qu'ils savent que c'est une possibilité pour eux de sortir de la rue. Avec le temps, ils acceptent par exemple de prendre une douche, un dîner chaud, mais ces dispositifs empruntés notamment à l'Espagne sont jugés trop soft. Les élus de terrain, eux, pressent le gouvernement de prendre des mesures beaucoup plus radicales, comme par exemple d'enfermer ces gamins contre leur gré. L'enquête du 8h signé Victor Delande. Merci beaucoup Victor. L'actualité, c'est aussi le football. Marseille qui fait un bon pas vers la finale de la Ligue Europa. Victoire 2-0 sur Salzbourg dans un vélodrome bouillant de 62 000 spectateurs. C'est une soirée magnifique. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Ils feront pas de but. On en met 2. Ça sera pareil au retour et on ira à Lyon. On va leur mettre le feu. La Ligue des Champions et la Ligue Europa, on va tout avoir. Ils nous font rêver. On y a cru depuis le début. Le stade, il est plein. On a 60 000 supporters. C'est magnifique. Il faut que ça continue. On y croit. Supporter marseillais au micro européen de Yann Théroux. Un détour enfin du côté du Printemps de Bourges, marqué hier par l'hommage d'Arthur H à son père Jacques Higelin, qui avait participé à la toute première édition du festival en 77, Benjamin Lévesque. Arthur H sur scène dans une ambiance intimiste. C'est au théâtre Jacques Coeur que l'artiste rend hommage à son père Jacques Higelin avec une reprise de sa chanson Mona Lisa Klaxon. Durant 1 heure, l'artiste improvise. Il tient ça de son père. Moi, je trouve que c'est une politesse par rapport au public. Il y a des shows très carrés qui sont très bien, aussi qui sont très pro, tout ça. Mais moi, je trouve que ça doit être un moment unique, particulier, et qu'il doit se passer quelque chose de surprenant. Je tiens ça de mon père, mais moi, je tiens très très fort à vivre ça. Quelques mètres plus loin, un autre poète, Eddie de Pretto. Une casquette blanche, une chemise à carreaux. L'artiste se présente sur scène, accompagné d'un batteur. Un style simple, son style. Je veux que le dialogue puisse être le plus intime, le plus direct possible, le plus frontal, et c'est pour ça que la scénographie est très épurée, que moi je suis habillé d'une manière un peu simpliste. Ce qui ressort, j'essaie que ça soit le message, le verbe. Après une nomination aux Victoires de la musique, le rappeur est ici en haut de l'affiche, porté par son album Kid. Benjamin Lévesque à Bourges pour Europe 1.